Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? À l'heure où 95% des touristes visitent moins de 5% des terres émergées et où l'industrie touristique représente environ 8% des gaz à effet de serre, une quarantaine d'acteurs engagés viennent de créer le collectif Itinéraire Bis afin de promouvoir de nouveaux imaginaires de voyage. Et promouvoir de nouveaux imaginaires, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si je vous demande de me donner les premières images qui vous viennent à l'esprit à l'évocation du mot voyage, beaucoup vont dire l'avion, les plages paradisiaques, le Machu Picchu, et autant de lieux qui figurent sur les listes des lieux à voir dans sa vie qu'on nous vend dans les magazines, les guides de voyage. Et parce que ces représentations sont omniprésentes dans les médias, le collectif appelle les influenceurs, les médias, les communicants à prendre la mesure de l'urgence et d'utiliser leur pouvoir de prescription au service d'un changement de société où l'urgence climatique et le respect de la biodiversité est central. Bref, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ici, sortir du cercle écolo, bobo, parisien pour le dire trivialement et parler aux moins avertis, directement par ceux qui nous informent, les médias, les influenceurs. Un sujet passionnant que je vous laisse découvrir de suite avec mon invitée Amélie Deloffre, porte-parole du collectif. L'idée est née il y a un peu plus d'un an, l'été 2022. Moi, j'avais une grosse envie un peu de dépasser ce sujet. Donc moi, je travaillais à la base sur le sujet de la micro-aventure, puis je me suis intéressée au sujet du voyage durable, etc. Et bon, donc je connais un petit peu, je dirais, mes acolytes qui travaillent sur les mêmes sujets que moi, les Others et compagnie, enfin tous ceux que vous connaissez déjà, les médias, les influenceurs, etc. On se connaît tous et j'avais envie d'explorer un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, on a tous des communautés, mais on parle toujours aux mêmes personnes. Donc des gens qui sont déjà sensibilisés. Et là, mon enjeu, c'était de me dire, ok, comment on va porter nos thématiques, qui sont le train, la nature, la rando, le vélo, que sais-je, à un plus haut niveau, parce que en fait, on est une toute petite bulle avec nos micro-sujets. On a l'impression que nous, c'est le tourisme de demain, sauf qu'en fait, non, le tourisme encore actuel, qui va encore perdurer un peu demain, c'est l'avion, c'est la pêche turquoise, les cocotiers. Et je me suis dit, bon, comment on fait pour avoir une plus grande portée de voix, je dirais. Et je me suis dit, il faut qu'on se regroupe. Donc j'ai contacté à peu près, 120 personnes, 120 professionnels que j'avais rencontrés ces 5 dernières années en étant entrepreneur sur le sujet. Des personnes qui sont des gens engagés, qui sont des personnes avec qui j'ai au moins bu un café et que je connais. Donc j'ai choisi des gens qui sont bien aussi bien dans le pro que dans le perso, qui ont une éthique et qui sont dans le milieu reconnus pour être des gens bien. Pour moi, c'était important d'avoir des gens bien dans le collectif pour qu'on ait envie de travailler ensemble et d'échanger. Donc voilà, et j'ai eu des bons retours tout de suite. Preuve que les gens avaient envie de s'engager un petit peu là-dedans. J'étais partie sur une tribune, en fait. Ça devait être une tribune qui devait paraître sur Le Monde, demandant donc aux journalistes, aux influenceurs de changer leur ligne éditoriale, de s'adapter avec une charte. Et puis au même moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais est parue la charte pour un journalisme à la hauteur de la transition écologique, où il y avait quand même 250 signataires, des journalistes, etc. Et je me suis dit, bon, nous, on est peut-être petits, on va être 40. Est-ce que, en fait, c'est la meilleure manière de faire? Et puis en discutant un peu autour de moi, il s'est avéré qu'on a revu un petit peu la stratégie. Au lieu de créer une tribune et de dire aux gens « Bonjour, excusez-nous, merci de vous adapter », on s'est dit « Soyons plus malins » et finalement aidons les journalistes et les influenceurs, donnons-leur des conseils, des moyens, des ressources, des tips. En fait, c'est nos pairs sur d'autres sujets et dans des médias un peu plus à forte audience, auprès de publics moins sensibilisés. Mais mettons-nous, parlons un petit peu avec nos pairs et nos homologues et essayons de les aider là-dedans. Donc on a un petit peu changé l'aspect un peu militant qui arrive un peu de front vers mettons-nous côte à côte et essayons de les amener vers nos sujets. Et si je me trompe pas, c'est
Est-ce que c'est la première fois qu'un collectif de ce style est né? Moi, je n'avais jamais vu ça ailleurs, mais... Oui, on nous a dit que c'était assez innovant. Après, peut-être qu'on en parlera, mais ça a ses enjeux et ses difficultés. Qu'on n'a que des entrepreneurs, je ne sais pas vraiment si... les membres sont relativement peu actifs. On n'est pas 40 à travailler du tout sur le sujet. On a tous des vies professionnelles chargées à côté. Donc, on a un collectif pour faire blog, pour porter. Certains vont mettre en lumière, d'autres vont écrire. Mais voilà, c'est les difficultés qu'il y a derrière, qu'il peut y avoir dans une asso, un collectif, de mobiliser des gens et les amener à faire des choses. Outre porter et prendre la parole, ça c'est la visibilité, mais il y a derrière, voilà, comme on l'a dit, on a produit des ressources, on a produit pas mal de choses qui demandent un petit peu de travail, donc on doit aussi choisir nos opérations parce que c'est complètement annexe et bénévole sur nos temps déjà chargés de travail. J'imagine. Et du coup, voilà, quel type d'action vous menez? Qu'est-ce que vous mettez à disposition des journalistes pour les aider? Alors, il faut se dire que c'est évolutif. Là, on l'a lancé il y a 4 mois. Donc c'est tout récent. On l'a lancé en juin, donc on s'était réunis une première fois dans notre réunion annuelle en avril à Paris, et on s'est dit qu'on allait sortir donc une ressourcerie pour les journalistes, parce que les influenceurs et les journalistes n'ont pas les mêmes besoins, à l'été, pour qu'ils puissent faire en fait leur papier beaucoup plus rapidement, parce que souvent on leur demande de sortir un papier sur les vacances de manière assez rapide, donc eux, il faut qu'ils aient les informations, il faut qu'ils puissent faire des reportages, il faut qu'ils aient les bons contacts, et puis même les informer sur les nouvelles tendances touristiques, le backpacking, etc., que nous on couvre et qu'on a l'impression qu'ils sont montantes, certes, mais on a l'impression que c'est un peu mainstream, alors que pas trop. Donc on est parti d'abord en premier lieu sur des ressources. Donc annuaire, photothèque, libre de droit, glossaire des tendances, ordre de grandeur, ce qu'il faut pour faciliter la production de contenu journalistique. Proposer des ressources aux journalistes, c'est le comment, c'est le moyen. Mais le pourquoi on le fait, pourquoi on a choisi les journalistes et les influenceurs, c'est parce que ce sont eux en fait qui sont à l'origine de la norme sociale, ce sont des prescripteurs, c'est ceux qu'on lit, qu'on regarde, voilà. Aujourd'hui le voyage, pourquoi il bouge pas? Parce que la norme sociale, c'est de partir loin, c'est de se mettre en bikini sur la plage, c'est de prendre l'avion, c'est ce qui est désirable. On tend vers ça, si on a ce type de vacances-là, on se valorise socialement, et donc les médias, les influenceurs, l'industrie culturelle et informationnelle sont vraiment les acteurs en fait qui participent vraiment en premier lieu à créer les univers, les imaginaires, tout ce qui est désirable. Donc c'est à eux en fait de choisir, de changer. Si on veut faire basculer un peu plus la population, avoir un taux d'adoption et changer les usages, c'est par eux qu'on doit passer. Si on veut étendre, je dirais, la portée de nos actions à la population française en fait. Oui, le but c'est de changer les imaginaires du tourisme à plus grande échelle. Et d'ailleurs, si je te dis tourisme de demain, comment est-ce que vous imaginez ces nouveaux imaginaires collectifs? Il y a plein de tourisme de demain à imaginer, en tout cas celui qui est déjà en œuvre, parce que sinon je peux te donner ma vision aussi futuriste, qui est totalement autre, mais celle qui existe déjà en fait et qu'il faut faire émerger, c'est le tourisme, revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est le local, c'est les territoires, c'est les gens. En fait, c'est questionner tout ce qu'on va chercher derrière. En fait, qu'est-ce qu'on va chercher quand on part 2 semaines à se mettre sur un transat à l'autre bout du monde, à Punta Cana? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on n'a pas moyen? Et en fait, c'est tout l'enjeu de la transition écologique. Moi, je suis persuadée de ça. C'est que la transition et ce qu'on doit changer est une opportunité incroyable, mais vraiment joyeuse, en fait, de revoir la manière dont on voyage. Heureuse, parce que je pense que passer ces vacances à Punta Cana sur un transat, on peut peut-être proposer d'autres choses à une partie de la population. Mais il faut juste apporter ces solutions-là, il faut les valoriser, il faut les raconter dans nos lignes éditoriales. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tourisme durable peut être vu un petit peu comme un tourisme ennuyeux, ou alors trop cher, ou trop compliqué, trop sportif. Il y a plein de freins qui peuvent venir à l'esprit. Dès que moi, je sais que je parle à mon entourage qui n'est pas forcément sensibilisé et que je leur parle de tourisme durable, pour eux, ça va être quelque chose qui est forcément inaccessible, de toute façon pas intéressant. Et en plus, qu'est-ce que le tourisme durable? Parce que nous, effectivement, on a une approche très nature, rando, vélo, micro-aventure, train, montagne, train de nuit, etc. Rural, pour valoriser d'autres territoires et mieux répartir en fait les retombées économiques. Mais dans la définition de tourisme durable, il y a aussi, on voit les écologes à l'autre bout du monde, ou la piscine naturelle qui n'est pas chlorée, et tout de suite on passe sur du tourisme durable et on peut questionner ça. Qu'est-ce que le tourisme durable? C'est juste un tourisme qui réduit au maximum son empreinte sur les écosystèmes et sur notre environnement. Donc même sur la définition, je pense que les médias ont même du mal à couvrir le tourisme durable, parce que qui sait
vraiment et véritablement, je ne suis pas certaine qu'on ait tous vraiment la même définition. Et puis il y a des puristes qui vont dire voilà, c'est la sobriété, c'est la France, et puis d'autres qui vont dire bah non, c'est les collèges à l'autre bout du monde, le tri des déchets et compagnie. Donc il y a encore un enjeu là-dessus à mon avis. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai remarqué toutes les interviews que j'ai faites, et nous aussi, notre positionnement chez Flokéo, qu'il y a vraiment, on va dire, deux clans dans le monde du tourisme durable. Et il y a ceux, comme tu disais, où c'est le tourisme durable, c'est la France, ou alors le vélo, le train, et une version un peu plus large qui dit, voilà, on peut prendre l'avion une fois de temps en temps pour aller plus loin, plus longtemps, et avoir un impact positif sur place. Et il y en a qui vont dire bah non, ça c'est pas possible, enfin c'est encore plein, c'est large. Oui, après je pense que chacun prêche pour sa paroisse aussi, à savoir que bah, effectivement moi je suis posée plutôt sur les sujets un petit peu France et compagnie, donc j'ai tendance à dire ça. Peut-être qu'on peut se fier aux chiffres si on regarde les ordres de grandeur, tu vois. On se dit que bah, un des indicateurs qui est imparfait, hein, c'est l'empreinte carbone. On devrait rester, si on voulait vraiment respecter les limites planétaires, on devrait être à 2 tonnes de CO2, équivalent CO2 par Français par an, alors qu'aujourd'hui on est à 10 en moyenne. Et bah, Bali, un aller-retour Paris-Bali, c'est 3,8. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Tout simplement, là, on ne peut pas débattre. Si on doit être à 2 tonnes, effectivement, ton Paris-Bali, bah, tu le fais peut-être, j'entends, mais peut-être tous les 3-5 ans, quoi. Oui, et puis, se dire aussi, par exemple, je vais aller à Bali pour, sur place, aider une association de réforestation, mais d'un autre côté, exploser son empreinte carbone en un trajet. Enfin bon, ça pose plein de questions, mais c'est bien le petit rappel sur les ordres de grandeur. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément toujours compte. Ça objective un peu le débat de est-ce qu'on a le droit de partir, pas partir. On donne les chiffres et les gens se font une idée. Effectivement, même si tu pars 3 semaines à Bali et que c'est 1 an sur 2, ça fait quand même beaucoup en fait. C'est pas un jugement de valeur, c'est des chiffres. Et comment aujourd'hui est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait ce mauvais traitement médiatique? Parce que par exemple, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est quand je vois les JT en décembre, quand il fait anormalement chaud en décembre, et qui, au lieu de corréler cet événement avec le climat, vont parler des gens qui vont à la plage et que c'est génial et qu'il y en a qui se baignent et qui sont en maillot de bain. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut donner une explication de ce mauvais traitement médiatique? Alors je vais te répondre avec une autre casquette, parce qu'en fait je pilote une association qui s'appelle Parlons Climat depuis 1 an, donc on est exactement sur ces sujets-là, on mesure l'opinion publique, le traitement médiatique du climat et le rapport aux Français, comment il évolue dans le temps par rapport à la transition écologique, pourquoi il bascule pas, etc. Alors il faut savoir, pour avoir eu beaucoup de témoignages, que toutes les grandes rédactions, et même toutes les télés, TF1, France Télévisions, etc., M6, tous ont des plans climat, en cours ou passés. Donc toutes les rédactions sont aujourd'hui amenées à former leurs journalistes. Les arguments et les explications qu'on m'a donnés, notamment, c'est que les journalistes, le réchauffement climatique, c'est aussi un sujet à la base qui est un peu scientifique, avec des chiffres, etc. Quand on est journaliste, normalement, on est quand même censé creuser avant de faire un papier. Et c'est pas du tout le background des journalistes. Les journalistes ne sont pas scientifiques. Ils ont fait L ou peu importe, mais du coup, ils n'ont pas le background. Donc c'est pas un sujet de base qui les attire. Donc il y a un enjeu de comprendre les sujets pour pouvoir être capable d'en parler. Il y a un enjeu, je pense, d'habitude, en fait. Comme dans toute profession, il y a des gens qui ont envie de changer, qui ont envie d'être créatifs, d'essayer des nouvelles choses. Et puis il y en a qui sont un petit peu réfractaires et qui font la même chose depuis des années. Et voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'autres alternatives à proposer. Donc ils ont besoin d'être inspirés ou documentés et qu'on leur propose autre chose. Donc c'est un peu tout ça. Et puis ça prend du temps. A priori, les rédactions sont quand même assez pressées. Quand on vous demande un sujet, c'est assez rapide. Et puis il y a aussi le sujet que les sujets écolos sont moins cliqués et sont moins consultés sur les grands médias. Et c'est le frein principal. On en avait discuté avec un journaliste qui travaille au Monde, au monde.fr. C'est très difficile en fait d'enclencher. Alors ils font leur part, etc. Et c'est un des meilleurs médias en la matière. Mais à la base, pour convaincre quand même, leur business model, c'est que les gens lisent les articles, qu'il y ait du clic. Donc on regarde les chiffres. S'il n'y a pas de clic, on fait pas. Or, on se retrouve sur quelque chose où il faut faire émerger, donc forcément, ça intéresse moins de gens. Et comment on fait pour mettre en valeur, produire des articles qui sont moins consultés et justifiés auprès de la rédaction et de la direction, qu'on prend du temps pour produire des papiers qui sont moins regardés que ce qu'on faisait avant avec nos papiers traditionnels. Donc il y a tout ça, en fait, c'est tout un...
Voilà, j'essaye d'expliquer un peu ce que vivent les journalistes un peu en interne, parce qu'on a tendance, aujourd'hui, on tape un peu sur les journalistes, il y a Quota Climat, etc., qui décryptent un peu les unes, et c'est super ce qu'elles font, parce qu'au moins ça alerte et ça met en mouvement des journalistes. Mais aussi, il y a d'autres réalités, c'est que c'est un secteur qui est structuré exactement comme le tourisme. C'est un secteur qui a des années, qui fonctionne de la même manière. Le changement, en fait, que ça soit individuel ou collectif, il est toujours compliqué. Il me prend toujours du temps. Donc il faut des militants qui les piquent et qui leur disent « Les gars, vous faites pas bien, avancez donc ». Et puis il en faut d'autres, comme Itinéraire Bis, c'est ce qu'on a choisi de faire, d'arriver sur le côté en disant « Tenez, on arrive avec des solutions clés en main, parce que vous allez devoir changer. En tout cas, la transition est en cours, mais c'est long. Changer vous rendre compte de la profession, changer les manières de faire, changer les usages et les normes sociales, comme on le disait en préambule, c'est le plus long. Mais c'est passionnant, mais c'est long. Oui, ça c'est sûr. J'avais vu, quand j'étais encore à la fac, on étudiait les images de destination et on se demandait, j'avais fait ça pour mon mémoire, et on se demandait combien de temps il fallait pour changer l'image d'une destination qui avait par exemple une mauvaise image et qui du coup voulait être un peu plus attractive. Et en fait, ça prenait des générations et des générations, c'était extrêmement long. Et là, j'imagine que ça doit être un petit peu pareil. Surtout si du coup les sujets ne sont pas cliqués parce que ça n'intéresse pas les gens. Et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux. Ça n'intéresse pas parce qu'on n'en parle pas. Et tout à fait. Donc il faut trouver des médias. Alors les médias indépendants le font, c'est toujours nos sujets. Donc nous, on est des petits acteurs, on peut se permettre de faire des médias un peu niches qui attirent, et on trouve des business models un peu en faisant des conférences et on s'en sort. Mais quand on est une rédaction comme Le Monde, comme Le Figaro, avec des centaines de journalistes, des milliers de journalistes à faire vivre, oui, la direction regarde effectivement le taux de clic. Et donc effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais c'est quel grand média prend le risque et se dit c'est ma responsabilité, et c'est ce qu'on leur dit, c'est votre responsabilité de pousser des sujets pour faire changer. Et effectivement, ils ne sont pas tous mainstream en ce moment, et ils ne s'adressent pas tous à la population française, mais c'est à vous de le rendre accessible, de le qualifier, de le mettre en valeur, de le sexifier, peu importe comment, ou d'en parler. Donc il y a une fonction d'éducation et de prescription, donc effectivement... c'est ça. Et puis en plus, les petits médias, comme moi je vois avec le podcast, avec mes articles, même j'imagine que c'est pareil avec tous les membres du collectif Itinéraire Bis, c'est qu'on parle à des personnes qui sont déjà averties et déjà convaincues, et c'est facile. Mais le plus dur, c'est d'aller chercher ceux que ça n'intéresse pas, et ça... Moi, j'ai pas encore la solution. On a quand même converti... moi, je le vois, ça fait 6 ans que je bosse sur le sujet de la micro-aventure, et j'ai pas eu des micro-aventuriers au départ. Hein. Enfin, j'ai quand même eu des gens, j'ai sorti un bouquin, j'ai quand même été pas mal en contact avec mes lecteurs. On a fait basculer, je pense... Effectivement, on est encore sur du citadin, plutôt CSP+, etc. Des gens qui avaient envie de changer un petit peu. Donc, je pense qu'on a fait quand même basculer une petite partie. Il n'y a pas que des gens fans de vélo et de rando qui ont adhéré à cette philosophie. Il y avait des gens qui avaient envie et qui étaient sur le point de basculer. Par contre, ceux qui sont le plus éloignés, effectivement, c'est un gros travail. Ouais, c'est vraiment le plus dur chez Floquéo, nous. Mais moi, je vois que ça bouge. Je voyage à vélo depuis 20 ans et je fais exclusivement ça de mes vacances, et je vois que c'était niche et c'était quelque chose qui s'adressait plutôt à une population de vieilles personnes. Je ne connaissais pas de gens qui voyageaient à vélo, quoi. Et aujourd'hui, les véloroutes, c'est le voyage à vélo, le cyclotourisme avec des enfants a quand même explosé. Donc, il y a quand même des gens qui ont des déclics et qui arrivent à passer le pas. Mais c'est comment on accélère cette transition qui s'enclenche. Comment on participe à accompagner pour que ça se diffuse au plus large dans la population. Et d'ailleurs, donc là, Itinéraire Bis, ça a été lancé en juin. Est-ce que depuis, du coup, ça fait juste 4 mois, mais est-ce que vous avez déjà eu des retours de journalistes ou d'influenceurs qui ont utilisé vos ressources, que vous avez aidés? On a eu 8000 visites sur notre site là cet été, en 3 mois. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus on a vraiment une cible de niche. À la limite, on s'en fiche d'avoir une communauté où tout le monde nous suit sur LinkedIn, c'est sympa, mais si tu vois, on a peut-être notre cœur de cible, c'est 50 journalistes, environnement, voyage et compagnie dans les grandes rédactions. Moi, j'en ai eu une quinzaine au téléphone. Ça fait 2-3 années que les journalistes m'appellent, donc que ça soit Capital, BFM, France Inter, etc., pour avoir des infos sur ce qu'on fait, pour trouver des journalistes, pour trouver des contacts de gens qui partent sur le terrain à suivre pour faire des reportages. Donc je vois déjà qu'il y a un intérêt qui monte. Après, c'est difficile de quantifier parce que tu leur donnes plein d'infos, tu leur expliques en long en large, le vélo, la différence, le bivouac, le camping. Et après, si tu veux, ils font leur sélection dans toutes ces infos. Je passe en moyenne 1 heure avec eux quand même au téléphone sur ça, c'est quand même beaucoup de temps.
Et oui, j'ai eu des journalistes qui nous ont contactés pour savoir dans la ressourcerie qui pouvait contacter. Donc, on a été utile. Bon, clairement, on n'est pas à notre plein fonctionnement sur cet été parce qu'on a lancé en juin, parce que c'était un peu tardif, je pense. On va s'y prendre un peu différemment pour les prochaines vacances, c'est-à-dire contacter les journalistes un mois en avance, avoir sourcé déjà, arriver avec des gens à proposer pour des interviews, pour des reportages, pour suivre des gens sur le terrain. Avec un gros enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de nos communautés, donc des gens qui nous ressemblent, qu'on connaît. Et en fait, les journalistes voudront couvrir le sujet, et notamment à la télé, parce que la télé, c'est quand même ce qui est le plus mainstream, et c'est cool parce que ça touche des millions de personnes quand même, les journaux, le Midi et compagnie. C'est qu'ils veulent que ça soit, être assuré que ça va vraiment plaire, donc il faut que ça soit un petit peu mainstream, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui pratiquent, et surtout, ils veulent des portraits de gens... couple senior, couple avec enfants, etc. et qui, nous, sont pas nos cibles premières chez Itinéraire Bis. Tu vois, si tu prends tous les membres, on s'adresse plutôt à du 30-45, sans enfants, qui est un tout petit peu actif quand même déjà. Et là, va falloir qu'on prouve et qu'on trouve d'autres profils que les nôtres à mettre en valeur pour montrer aux journalistes et pour que les journalistes puissent faire des reportages avec des gens auxquels, en fait, les Français peuvent s'identifier. Ça sera pas nous, ça sera pas le tout sportif qui est avec son vélo léger, etc. Il nous faut des familles, il nous faut des seniors, il nous faut des gens qui représentent davantage les Français. Donc ça, c'est notre enjeu sur lequel on doit travailler prochainement. Et pour les influenceurs, c'est plus compliqué. Déjà parce qu'on a moins d'influenceurs dans notre collectif, c'est pas du tout la même cible. Les ressources, ça sert à rien pour les influenceurs. Les influenceurs, ils sont quand même beaucoup plus fermés entre eux. Donc moi, j'ai fait une opération de sensibilisation là, justement avec Amélie Deroche de Paye ton influence avec la SNCF dans un train pour sensibiliser les influenceurs. Voilà, il y a de nombreux freins, notamment le modèle économique qu'il y a derrière. Ils font ce pourquoi ils sont rémunérés. Donc tant qu'il n'y a pas de contrat en fait qui les amène à faire autre chose, eux, la plupart, vont pas couper dans leurs revenus pour dire c'est pas éthique, je le fais pas. Ou alors, de temps à autre, ils refusent, certes, quelques contrats, mais c'est pas majoritaire. Et quand eux partent en vacances, ce qu'ils m'expliquaient, et pour le coup, eux, au niveau perso, ils pourraient avoir des vacances un peu plus normales, ils sont en vacances, ils ont pas envie de faire de story et de parler de leurs vacances personnelles. Donc, on n'a pas encore trouvé la clé pour parler avec les influx. En tout cas, ceux qui sont le plus éloignés de nos sujets, lifestyle, qui touchent, 500 000 personnes sur les réseaux sociaux, mais qui, pour le coup, ne sont pas sensibilisés. Et ça, c'est le plus dur, en fait, d'arriver à leur parler et de les amener avec nous. C'est pareil, là, on cherche encore des clés. Hein. On dit on est un collectif, on cherche, quoi. On n'a pas toutes les réponses. Voilà, soyons honnêtes, hein, on n'a pas toutes les réponses. Je propose qu'on passe à la partie un petit peu plus conseils et solutions à apporter aux auditeurs. Et d'ailleurs, parce que dans nos auditeurs, en fait, il y a beaucoup de professionnels du voyage, de personnes qui sont amenées à communiquer sur le tourisme. Et donc, quel conseil tu pourrais leur offrir ? La première chose, c'est un peu ce qu'on avait mis dans notre charte, hein, c'est de valoriser, de raconter, de montrer, que ça soit dans les photos, dans les stories, que sais-je, dans tous les moyens de communiquer, de mettre en valeur d'autres moyens de voyager les transports, donc sortir de l'avion, mettre en valeur le train de nuit, le covoit, le stop, que sais-je. Donc ça, il faut absolument le raconter, ça passe par ça. Il faut le mettre en scène, il faut le montrer. Parfois, on a tendance à oublier le comment on vient, et puis on va parler du voyage sur place, etc. Le transport fait partie du voyage. Racontons-le, et racontons-le avec des transports un petit peu décarbonés, si possible. Autre point, sortir des sentiers battus. Essayer de valoriser d'autres lieux que ceux qui sont valorisés d'ordinaire. Là aussi, c'est encore une occasion, c'est regarder une carte, se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Il y a un plan sur le surtourisme qui a été lancé par le gouvernement du coup en juin dernier, donc ils vont s'attaquer à la question du surtourisme qui effectivement est délétère et qu'on retrouve en France et dans le monde hein, d'ailleurs, que ça soit Étretat, les Gorges du Verdon, c'est toujours un peu les mêmes endroits qui sont visités en France. C'est aussi, alors on parle beaucoup d'environnement et de l'impact du tourisme sur l'environnement et de l'avion et du CO2, mais il y a aussi tous les impacts sociaux. Et moi, c'est un truc qui me tient à cœur pour avoir pas mal bossé et travaillé sur l'implémentation de la micro-aventure finalement sur les territoires. Comment on fait pour que ça génère une économie locale et que ça fasse vivre en fait un territoire, notamment par exemple en Ariège, donc qui est le sud de la France dans les Pyrénées, ou à Lille dans le nord qui ont moins de touristes, qui sont plutôt des zones sous-touristiques et pas en surtourisme.
Et c'est intéressant voilà, de se dire, quand on veut valoriser le tourisme, essayons en fait de penser que c'est aussi influencer des flux de personnes, mais aussi des flux économiques. Et c'est important, le tourisme en France, c'est pas que des gros hôtels, hein, c'est beaucoup de petits gîtes, c'est beaucoup de personnes qui reçoivent, qui aiment recevoir, qui aiment partager leur jardin, leur région, etc. Et c'est important de faire vivre aussi notre tissu économique. Donc voilà, chercher d'autres, je dirais, lieux, d'autres parcours, d'autres circuits à valoriser, si possible. Rappeler les règles de bonne conduite en nature. Il y a un essor du tourisme nature, de la rando. Voilà, les Français veulent se reconnecter à la nature. C'est bien, mais il y a un effort d'éducation et de pédagogie à faire à ce niveau-là. Là encore, c'est pas écrire 3 lignes sur un blog qui marche. Je sais bien, il faudrait qu'évidemment on soit sur le terrain. Je crois beaucoup au terrain et pour la formation, ça suffira pas. Mais quand même, on se doit quand on valorise un endroit, quand on dit venez bivouaquer, quand on met du feu en photo, par exemple, les gens qui font du bivouac avec du feu, aujourd'hui on devrait plus le faire parce qu'il y a la sécheresse absolument partout. Donc on devrait s'abstenir en fait de mettre un camp avec un feu de camp en fait. Donc tout ça, c'est se renseigner vraiment à chaque fois qu'on valorise un lieu et qu'on dit aux gens d'y aller. Ok, je dis aux gens d'y aller, mais c'est quoi les consignes, c'est quoi les risques, etc. Et les raconter soit dans son récit, soit en photo, enfin le mettre en valeur et faire en sorte que ça soit digeste et intéresser les gens à cela parce que ça fait partie aussi de ça. Donc voilà, 3 règles que je peux citer comme ça sur lesquelles il faut être vigilant. Et maintenant, est-ce que tu aurais des recommandations de ressources? Alors ça peut être de médias à suivre, ou de podcasts, de livres, de documentaires à regarder, de films. Moi, j'aime beaucoup l'émission sur France 5 Sur le front, d'Hugo Clément, qui décrypte un peu les sujets. Donc, il y a un reportage qui avait été fait sur le train, sur pourquoi le train, en fait, coûte plus cher que l'avion, et tous les dessous. Et je pense qu'on comprend mieux, parce que sinon, on s'indigne. Et on peut s'indigner, hein, le train, c'est cher, l'avion, c'est 30 €. Et en fait, on comprend les mécanismes qui sont derrière. Et oui, je comprends tout à fait que quelqu'un veuille prendre un avion à 30 € plutôt qu'un train à 150 €. Voilà, les arguments écolos ont aussi leurs limites, dont le pouvoir d'achat. Je trouve que regarder ça, et il y en a un je le sais qu'il y en a un qui est en préparation sur le surtourisme. Donc sur le front sur France 5. En journaliste, moi j'aime bien Jean-Marc de Jaeger, qui est journaliste au Figaro et qui est train, mais aussi tourisme durable. C'est un de ceux qui essayent de faire bien et qui est positionné sur nos sujets, en tout cas, et qui essaye de faire un peu différemment au sein du Figaro. Les livres, il y en a pléthore. Moi, j'aime bien comme influx, il y a Louane Manchot, qui se dit un peu influx train, mais j'aime bien, elle est un peu à l'arrache. Enfin, voilà, elle, vraiment, et même dans sa personne, en fait, elle incarne autre chose que les normes et les standards. Il y a son acolyte Swan Périssé, donc, qui est humoriste et qui, elle aussi, commence à se mettre au voyage à vélo, donc qui donne des conseils vraiment pour un peu débutants, quel matériel on prend, etc. Les livres, il y en a pléthore de guides sur le train, sur la micro-aventure, sur le tourisme durable. Je ne saurais pas trop lequel conseiller, honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup. Oh, c'est chouette qu'il y en ait plein. Ouais, à voir si c'est toujours les mêmes personnes qui les achètent et qu'en ont... Généralement, quand on va chez quelqu'un et qu'il en a un, il en a au moins 5. Oui. Mais oui, parce que ça fait des grosses diffusions. Ça fait quand même des grosses diffusions. Moi, j'avais quand même une communauté assez restreinte et j'ai vendu quand même 10 000 livres de micro-aventure. C'est pas mal, alors que je suis pas très connue. Donc j'imagine que quelqu'un qui a un peu plus de 10 000 personnes qui reçoivent un livre, sachant qu'en plus il y a de l'échange, tu le lis à 2, tu le fais tourner, c'est quand même pas mal de toucher. 10 000 par 10 000, en fait, ça fait quand même du monde. Ça fait pas tous les millions de Français qu'il y a en France, mais... Et puis en fait, est-ce qu'on s'adresse vraiment à tous les Français, puisqu'il y a quand même une large partie de la population qui ne part pas en voyage, et c'est pas forcément ceux-là à qui on doit faire la morale et qu'on leur demande de voyager différemment. Donc finalement, c'est pas toute la population française, c'est une partie, je dirais, qui voyage beaucoup et loin et qui voyage, en plus qui incarne ce voyage qui est désirable. Parce qu'en plus des personnes qui voyagent en prenant l'avion notamment, au final, il y en a pas tant que ça. C'est juste que c'est ce qui va le plus impacter, mais c'est pas la majorité de la population, je me rappelle plus les chiffres. C'est clairement pas la majorité, mais en fait c'est une question de norme sociale. C'est que c'est ce qui est désirable. Même quand on n'a pas les sous et que ce qu'on a envie de faire, c'est de partir à l'étranger parce qu'on a envie d'être comme tout le monde, parce qu'on a envie de montrer, c'est un signe de réussite extérieure, que sais-je. Voilà, je pense que partir en France, même si on essaye un peu de le codifier, partir en France 2 semaines au bord de la mer, quand on est jeune, du moins, parce que quand on est des enfants, et peut-être que certains se disent, c'est beaucoup plus canon d'aller en Grèce, quoi.
avec des plages turquoises, et c'est d'ailleurs peut-être parfois moins cher. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'il faut faire changer, parce qu'effectivement, c'est ceux qui, je dirais, polluent et du coup qui ont plus d'impact sur l'environnement. Mais c'est aussi, il y a toute une génération qui arrive là, de jeunes, où on va pas leur dire vous ne voyagerez jamais comme nous, mais dans les faits, c'est ce qui devrait se passer. Ils ne devraient pas pouvoir prendre un avion tous les 2 ans pour voyager comme nous et nos parents avant l'ont fait, et faire plein de voyages dans leur vie. Plutôt que leur dire ça, on a quand même un gros boulot de leur proposer des choses attractives, attrayantes, où ils se disent waouh. Sinon après les gens ils peuvent s'énerver. Tout à fait. Tout à fait. C'est en fait c'est une nouvelle ère, et je trouve que dire aux gens vous allez revaloriser l'Europe, traverser la France à vélo, peut-être parce que moi c'est ma marotte, mais je trouve que traverser la France à vélo, traverser nos régions, c'est fantastique, c'est quand même une épopée quoi. Plutôt que cocher le routard, alors qu'on l'a tous fait et que tout le monde a fait, des générations entières ont coché le routard un peu partout dans les mêmes endroits, redécouvrir, c'est quand même, moi je trouve ça intéressant et sexy. C'est assez stimulant. Ouais, non mais c'est bien, je trouve, comme manière de promouvoir le message, parce que du coup c'est positif, au lieu de dire maintenant on peut plus prendre l'avion, on vous interdit de faire ça, il faut faire ça. C'est pas mal de le voir comme une aventure, une épopée, on participe à une nouvelle ère du tourisme. Moi j'en suis convaincue, c'est mon message depuis le début. Mais parce que je l'ai vécu, parce que ça vient moi, parce que j'ai initié tellement de gens, parce que je trouve que le voyage à vélo ou la rando, moi ça m'apporte tellement, ça t'apprend à te débrouiller, ça coupe avec la nature, tu rencontres des gens, c'est fantastique quoi. Tu reviens de 2 semaines de voyage à vélo, t'as l'impression que t'es parti 1 an, ça t'apporte de la joie, tu reviens en forme, je peux pas expliquer d'autres choses aux gens que juste mettez-vous, essayez quoi. Essayez, à chaque fois que j'ai mis quelqu'un sur un vélo, personne n'a regretté, presque les gens ne font que ça après, donc les faits m'ont prouvé en fait qu'il faut y aller comme ça, et effectivement je pense que c'est une meilleure approche, en tout cas qui doit vivre aussi avec le travail qui est fait pour un peu démystifier l'avion quoi, parce qu'il peut pas y avoir effectivement que ça quoi. Si on dit aux jeunes, il y a déjà de l'éco-anxiété chez les jeunes etc., si on leur dit vous avez plus le droit de rien faire, c'est compliqué à entendre, et je vous assure que moi je suis convaincue. Je suis pas du tout en train de me dire on perd l'avion, c'est triste, je veux pas du tout faire du forcing etc. Je me dis juste que vraiment on a tout à gagner, vraiment. Trop chouette, merci. Je termine toujours le podcast par demander un mot libre, un message à faire passer. Bon, je pense que là tu l'as un peu fait, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être que je ferai une ouverture sur le tourisme plus lointain. Tu m'as demandé le tourisme demain, mais en fait qui est un peu celui d'aujourd'hui, qu'on va essayer de tirer et mettre en œuvre, mais le tourisme du vraiment futur d'après. Moi je crois, justement pour cette population-là, notamment qui voyage beaucoup et qui aura envie d'autre chose parce qu'ils sont à l'affût des tendances, etc. Et aiment bien en fait se distinguer, parce que c'est aussi se distinguer socialement que de voyager dans des pays lointains. Je crois vachement au tourisme apprenant ou faisant. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de défis à relever. Et je crois en un tourisme où on serait plus là juste pour se reposer et visiter. Notamment pour les Français qui le peuvent. Il y a des Français qui ont besoin de se reposer en vacances, donc je vais pas leur dire qu'ils ne vont pas à la plage et qu'ils ne vont pas se reposer, mais en tout cas pour une partie de génération est plutôt jeune, et je dirais qu'ils vont se dire là on va restaurer une forêt. Moi pendant mon été je vais prendre 3 semaines pour aller restaurer une forêt, pour aller faire un barrage, pour aller et se rencontrer autour de ça. Et j'aimerais qu'il y aura ça, qu'on sera plus dans le divertissement, que le voyage sera plus forcément un divertissement pour couper un peu du quotidien. On travaille beaucoup et on va s'amuser, se détendre, etc. à l'autre bout du monde, mais de se dire comment j'apprends des compétences. Déjà, il y a un regain, je trouve, sur la formation. Les gens ont envie d'apprendre des skills, des compétences. Combien de gens passent leur temps à faire des slides et se disent qu'il faudrait apprendre, et qui passent des BEP, des CAP dans tous les sens, et qui se reconvertissent pour faire, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent rien faire avec leurs 10 doigts. Voilà, donc il y a plusieurs signaux, la permaculture qu'elles vont en poupe, etc., qui me font penser qu'on pourrait aller vers ça, vers monter des projets le temps de ces vacances concrets, dans le concret, sur nos territoires, avec des gens. Je crois un peu à ça. Où est-ce qu'on peut rediriger, juste avant de partir, les auditeurs, du coup, pour qu'ils aient accès aux ressources d'itinéraire BIS, et puis même suivre si vous avez des actualités? C'est itinéraire-bis-tout-accroché.eco, le site. Et puis après, on est sur LinkedIn, majoritairement. On est sur Instagram, mais comme notre cible est plutôt B2B et professionnel, de la communication, on est plutôt sur LinkedIn. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi, en tout cas, sur cet épisode
sur le rôle du secteur médiatique dans le traitement du tourisme. Avec plaisir. Du coup, je me suis aussi sentie concernée puisque je tiens ce podcast, j'écris des articles, j'alimente aussi un petit peu les réseaux sociaux de Flokéo, donc forcément aussi ça me concernait. Et j'espère qu'on pourra embarquer plus de monde avec nous. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.